Vous avez eu, monsieur le directeur, des paroles exquises à mon égard, je vous écoutais, ça aurait pu continuer d'ailleurs, mais je ne peux pas m'empêcher de penser, en vous écoutant, que c'est vrai que ça aurait fait très plaisir à mon père, et qu'assurément ma mère aurait cru tout ce que vous avez dit. Tout. Moi, je fais mes réserves personnelles, mais elles ne concernent évidemment que moi. Vous avez, madame la directrice, évoqué les temps déjà lointains de la création qui s'imposait de cette direction des greffes. C'est une réalisation, je n'ai nulle fierté à tirer, c'était une évidence, il fallait le faire. Ce qui, en revanche, n'était pas évident et qui est dû au travail qui a été accompli dans ce grand service depuis lors, une trentaine d'années, c'est la réussite. Oui, la réussite de ce service important des affaires civiles à la chancellerie. En ce qui concerne vos propos, Madame la représentante de la promotion, je m'interrogeais, mais au fond, il faudrait ici, comment dirais-je, désarticuler, recomposer, un peu à la manière de Derrida. Bien, je ne l'utilise jamais comme référence, exceptionnellement Lacan. Et je sais, quand on dit promotion Robert Badinter, immédiatement, les structures, ça devient promotion de Robert Badinter. Et la promotion de Robert Badinter, c'est la promotion que l'on fait de lui. Et par conséquent, en prenant mon nom, c'est moi en réalité que vous promouvez. Et de cela, je veux vous remercier. Et vous remercier du fond du cœur. C'est assurément un grand honneur que de voir autant de jeunes femmes et quelques jeunes gens porter ainsi ce choix de vous prendre comme parrain. D'ailleurs, dans la photo, je ne sais pas s'il y aura une photo collective. Très bien, on va retrouver celle d'autres professions, mais j'avais pu constater à l'école de la magistrature, venant aussi pour un baptême plus qu'honorable, honorifique, d'une promotion que je suis revenu et que j'ai écrit au verso, promotion de l'école de la magistrature, je crois que c'était en 2005, quelque chose comme ça, et j'avais écrit « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », car à voir la photo, on s'en rendait compte qu'ainsi la justice qui est femme a retrouvé véritablement sa nature à la fil des années. Ceci marqué à propos des greffes et des greffiers. J'ai toujours eu, moi, avec votre corps, des relations excellentes et très lointaines, j'ose à peine le dire, mais pourquoi le dissimuler? Choisir ensuite l'animal le plus convenable pour cette permanence de survie. Ça fait plus de 60 ans que j'appartiens au panorama judiciaire, dans le fond au départ. Quand j'étais petit clerc d'avoué, mais déjà avocat stagiaire, ça fait 61 ans que je suis entré pour la première fois dans un palais de justice, comme en effet stagiaire et clerc d'avoué, ce qui me donnait l'occasion, notamment lors des audiences de mise en état, d'avoir déjà des relations étroites avec tous les problèmes de procédure et au cours des décennies avec les greffiers qu'inévitablement vous êtes amenés à rencontrer, avec lesquels vous vous entretenez, vous échangez des confidences et qui en plus, dans certaines affaires, sont des guides utiles. Moi j'ai des souvenirs très précis d'audiences très difficiles, où il y aurait plusieurs jours, où le greffier amicalement vous dit « sont difficiles ». Faites attention, ne vous énervez pas, on me connaissait. C'est bien, mais peut-être, comme on dit un chef d'orchestre, plutôt molto contabile, pas adagio, mais sûrement pas allegretto presto. Non, votre tempo. Faites attention. Merci, je le dirais, à ces greffiers si soucieux d'affiner votre éloquence au moment où il le convenait. Alors, sur la profession, elle joue, celle de greffier, un rôle éminent, aussi bien dans la justice. Impossible d'imaginer une justice sans greffier, comme il serait
impossible d'imaginer la haute Égypte sans le scribe, ce n'est pas concevable. Les greffiers sont à la fois les ordonnateurs, les conservateurs, aussi les gardiens de la mémoire judiciaire. Vous l'avez dit justement, Madame la directrice, c'est eux qui veillent sur la régularité des procédures dans lesquelles s'expriment évidemment les principes fondamentaux qui garantissent la liberté des justiciables. Disons-le aussi, parce qu'ils sont au cœur des choses, il est toujours intéressant d'abord de les écouter, mais aussi d'essayer de dessiner avec eux et pour eux ce que seront les lignes de l'avenir. Je vais faire à cet égard une confidence, je n'ai pas un tempérament à me retourner aisément vers le passé. Je sais bien que le grand Churchill, à mon sens le plus grand des orateurs parlementaires et même politiques, le grand Churchill disait toujours avec un demi-sourire, c'est étrange, la propension qu'ont les notables vieillissants à confondre leurs discours et leurs souvenirs. Et dans toute la mesure du possible, j'évite cela pour une raison simple, c'est que ce qui me passionne, c'est le présent et l'avenir. Ça relève presque de l'art du tireur des cartes maintenant, mais c'est quand même cela qui m'intéresse le plus. Et si j'essaye de tirer du passé un enseignement, c'est précisément pour tenter de mieux cerner l'avenir qui vous attend. Quand je regarde, ça rétrospectivement, mais je dis encore une fois sans souvenir personnel, mais rétrospectivement, l'évolution de notre justice sur plus d'un demi-siècle, j'ai un mon sentiment. D'abord, j'ai un vif sentiment d'injustice à l'égard de la justice française. Je trouve, je le dis clairement, je sais que ici certains le partageront, ce sentiment, je trouve qu'on n'est pas juste. Moi, j'ai beaucoup voyagé, je voyage beaucoup. Ma passion homologame pour la justice fait que partout je m'intéresse à l'institution judiciaire et partout où je vais, ou presque partout, je m'applique à passer dans les palais de justice, pas nécessairement dans les audiences spectaculaires qui tiennent la une de l'actualité nationale ou internationale, mais écouter, même dans une langue qu'on ne comprend pas, humer le climat, voir les rapports qui se nouent, ou les affrontements entre les justiciables, les magistrats ou les magistrats et les avocats. Tout ça, quand on a la sensibilité judiciaire et une pratique longue et claire sur une société bien, ayant ainsi beaucoup fait, non pas de tourisme, mais d'études comparées de justice, et le faisant encore à travers l'Europe notamment, je peux vous dire que je trouve cette injustice à l'égard de la justice française consternante. Je le dis clairement et ici, et très fortement, même si nous ne sommes pas, à mon sens, la première justice d'Europe, j'en connais qui fonctionne de façon plus satisfaisante, nous sommes loin d'être ce que l'on prétend que nous sommes. Et je trouve qu'il y a une tendance à l'autoflagellation, à la macération, à l'autoflagellation permanente de la part des membres du corps judiciaire, toutes professions confondues, et des justiciables, je n'ai pas besoin de le dire, volontiers à cet égard nourris par la presse, qui est sans rapport avec la réalité et tout à fait humiliante à l'égard d'un corps qui tient bien sa place, croyez-moi, au sein des justices européennes. C'est un dessein que je ne prends comme référence que celle-là. J'ajoute que le temps s'étant écoulé, nous avons structuré notre justice sur des principes qui sont le cœur même de la justice européenne dont je rêve. J'œuvre beaucoup pour la naissance d'une justice véritablement européenne, d'un espace judiciaire européen, notamment d'un parquet européen qui est une nécessité face à la criminalité organisée transnationale. Et pour moi, je dirais presque les 4 piliers de la transformation de l'institution de la justice depuis que j'y suis entré comme ça, comme Claire Davot est stagiaire, je vais vous les donner.
Ils ont, à cet égard, radicalement transformé ce qu'était la justice. Je ne reviendrai pas, je me garderai de le faire, sur l'abolition de la peine de mort, parce que, en effet, ça a changé. La justice française, elle cessait d'être une justice qui tue. Elle n'était plus une justice qui tuait. Pour l'avoir vu tuer, je peux dire que c'était incompatible avec l'idée même que l'on doit se faire de la justice. Mais ce n'est pas un triomphe. Nous rattrapions en retard. Ce n'est pas la peine d'avoir eu les plus grands écrivains combattants de l'abolition pour se retrouver dans l'Europe occidentale les derniers à abolir la peine de mort. Il n'y a pas de quoi en tirer une fierté extrême. Il y avait seulement à s'interroger sur le pourquoi de cette persistance d'une justice et d'une guillotine qui n'a heureusement maintenant trouvé sa place là où il convenait, c'est-à-dire au musée. Mais les choses étaient telles, et l'attachement national très profond, encore une fois, si saisissant, et qui prouve que les Français ne sont pas aussi sensibles, on le dit parfois, à la littérature. Sinon, ils auraient été les premiers des abolitionnistes, et ça n'aurait pas été dans le Grand-Duché de Toscane en 1782. Mais au-delà de ce qui est, c'est vrai, moralement et symboliquement tout à fait important, essentiel, vous avez eu d'autres transformations structurelles et d'autres qui nous ont permis de prendre toute notre place au sein de l'Europe, de la justice. Et je citerai les deux premiers, après ça sera le troisième, ça en fait donc 4 piliers. Le premier, c'est ce qui a été réalisé s'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai eu, dans ma vie ministérielle, qui n'a pas toujours été facile, mais quelle vie ministérielle est facile quand on est à la place Vendôme, j'ai eu 2 grands moments de satisfaction, certainement, notamment en venant ici à Dijon, mais satisfaction d'un jour, mais une satisfaction très profonde. C'était quelques jours après l'abolition de la peine de mort. Je me suis rendu à Strasbourg pour lever les réserves qui interdisaient aux justiciables français, et du même coup aux magistrats, de faire prévaloir les dispositions de ce qu'était la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour, dont nous étions les fondateurs. Nous avions eu le premier président, dans lequel nous étions amenés à jouer un rôle, mais hélas, de façon aussi désolante pour le juste orgueil national en ce qui concerne les libertés, nous avions été pionniers pour la rédaction de la Convention et l'élaboration de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous l'avions signée, mais nous ne l'avions pas ratifiée. La guerre d'Algérie n'y était pas pour rien. La décolonisation nous aurait rendu objet de condamnation à longueur d'audience. Mais les choses étaient finies depuis 1962. Il n'empêche que le gouvernement n'osait pas tout simplement ratifier qu'on avait des réticences, même dans le corps judiciaire, en ce qui concernait l'utilisation des principes de la Convention européenne pour mettre la justice française au rang où elle doit être dans le domaine des libertés fondamentales, c'est-à-dire le premier. Le faire, ce jour-là, j'ai eu un grand bonheur, j'utilise exprès le terme avec tout ce qu'il implique de qualité humaine, un grand bonheur, parce que l'Assemblée parlementaire tout entière a fait une ovation incomparable, qui ne s'adresse pas à moi, pas du tout. Elle s'adressait, comme l'avait si bien dit le président suédois, à la France qui reprenait sa place au premier rang du combat pour les libertés, notamment dans le domaine judiciaire. C'est un discours que je n'ai pas oublié, et une journée qui reste gravée. Le reste, grâce au barreau, grâce à la magistrature, grâce à nous tous, fait que maintenant, à travers tant de condamnations, mais aussi tant de progrès réalisés, nous sommes, nous aussi, des Européens de tête dans le domaine judiciaire. Exception de conventionnalité, on dirait. Le troisième transformation, c'est celle qui est liée au progrès du contrôle de constitutionnalité. Vous avez rappelé que j'ai eu le privilège ainsi d'exercer la fonction de président de cette grande institution. Il était évident
à mes yeux, mais pas seulement à mes yeux, que nous ne pouvions pas persister dans un système dans lequel les Français étaient devenus des majeurs en ce qui concerne le contrôle conventionnel. Ils avaient le droit de saisir, mais ils ne pouvaient pas saisir le Conseil constitutionnel. Majeur conventionnel, mineur en ce qui concernait la Constitution, ça n'allait pas. Il fallait donc leur donner, ce qui était évident à chacun, il fallait leur donner le droit de saisir, ou du moins d'opposer l'exception d'inconstitutionnalité à l'application de textes qui n'auraient pas été déjà jugés par le contrôle a priori. J'en ai convaincu difficilement le président Mitterrand, qui n'était pas pour rien un homme de la République parlementaire, dont il avait gardé la nostalgie, la grande République parlementaire qu'il n'avait pas connue, dont il n'avait connu que les derniers rayons, c'est-à-dire, pour lui, les modèles absolus étaient Clémenceau, les Rousseau, c'est-à-dire des hommes qui alliaient un incomparable talent oratoire, la ruse et l'habileté pour négocier des majoritaires toujours prêtes à vous échapper. C'est pour lui ça le talent, le vrai grand talent politique. Mais ça n'incitait pas à donner aux juges une éventuelle possibilité, même constitutionnelle, de censure des lois passées par le Parlement. Enfin, finalement, il a été convaincu et le texte a été fait et il a été rejeté par le Sénat. Je n'en ai pas été surpris. Le président de la commission des lois m'avait dit tout ce qui renforce le Conseil constitutionnel aboutit à diminuer l'importance du Sénat. Pour avoir vécu dans les deux instances, je ne partage pas ce diagnostic. Mais cela a été fait finalement, et fait pas 20 ans de retard, mais fait quand même. Le président Sarkozy, à juste titre, le rappelle. Il fait bien de le rappeler, moi qui ai une longue mémoire. Quelquefois, quand je pense à moi, que j'essaie de me définir dans le genre animal, je me dis, je suis l'éléphant, je n'oublie ni le bien qu'on me fait, ni le mal qu'on me cause. C'est très ennuyeux, parce que la besace risque de s'alourdir au long des années, et même au regard de mes amis, vous savez bien qu'on dit volontiers les éléphants du PS, moi je le dis volontiers, je suis un mammouth. J'ai dépassé le temps de l'éléphant, carrément le mammouth. Alors, la mémoire du mammouth, vous imaginez ce que c'est. Bon. Donc, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que, s'agissant de l'exception de la constitutionnalité mise au point avec le premier président Drey et le président Marceau-Long, parmi les députés qui avaient refusé de voter, il y en avait deux, dont l'un était le président de la République et l'autre le Premier ministre des dernières années. Donc, quand se saluaient eux-mêmes s'agissant de l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, je ne pouvais m'empêcher de dire on a simplement perdu 20 ans, c'est ce que nous avons le tort de faire, quelle que soit la majorité, trop souvent. Alors, ça, c'est un radical, vous me direz tout ça, en quoi ça nous concerne plus que les autres citoyens, nous, greffiers, et je vais simplement vous dire d'abord parce que vous êtes citoyen, ça vous intéresse, deuxièmement parce que tout ce qui modifie le cours de la justice, ça un retentissement, un effet sur votre activité, mais parce que ça permet d'avancer le quatrième. Le quatrième, que vous allez vivre. La transformation la plus radicale, la plus importante, commencée déjà depuis une vingtaine d'années, mais qui maintenant prend un essor à la fois irrésistible et satisfaisant, c'est la révolution du numérique. Vous allez vivre, vous, jeunes greffiers, vraiment en prise avec cette révolution qui s'esquissait, qui prenait corps, qui déjà l'emportait, mais qui maintenant va s'épanouir. Vous allez vivre, vous, entièrement, votre vie professionnelle, dans le justice qui sera à l'heure du numérique. Ça fait, ça retentit avec un caractère technologie avancée, mais disons-le, cela emportera sur la vie judiciaire des conséquences considérables. Et la première préoccupation, à mon sens, que nous devons avoir, qu'ont d'ailleurs aussi bien on l'a à la chancellerie, dans les services, qu'on l'a dans les juridictions, vous avez à cet égard à prendre conscience et à œuvrer en vous rendant compte que ce qui fut, que vous n'aurez pas connu, ne sera plus ce qui sera. Que tout, beaucoup va se trouver changé par
la révolution numérique. Déjà, on le sait, dans les 10 dernières années, les changements sont considérables. Si on se situe au point où nous en sommes, disons-le simplement, l'audience de mise en état, l'audience finie, ça n'a plus de sens. Toute la partie préliminaire du procès, je parle ici des procès civils, mais dans le domaine pénal, cela vaudra aussi autrement, mais dans le domaine civil, et pour les contentieux les plus importants en masse, les contentieux de masse, c'est un acquis. C'est fini maintenant les autres techniques que les techniques de ce que l'on appelle, d'un adjectif qui m'aurait stupéfié, même encore matin de ça, les audiences virtuelles. Qui aurait cru jadis que nous vivrions des audiences virtuelles et que nous parlerions de e-justice? Or, c'est là, comme il y a déjà des e-cabinets. Ça veut dire en clair que, comme on le voit dans le contrat de procédure conclu que j'ai évoqué devant vous à Lyon, et que vous avez aussi ici, et ici l'aspect consensuel de la procédure jouera un rôle d'apaisement, je le crois, et de progrès dans les relations entre les protagonistes, de progrès, de plus grande harmonie entre les différents intervenants du corps judiciaire, de la famille judiciaire. Dans le cours du procès, tout va se passer par la voie informatique. Tout avant l'audience. C'est évident. C'est évident que je crains pour les huissiers qu'on s'interroge en se demandant pourquoi est-ce qu'il faut encore signifier par l'ordinateur de l'huissier ce qui pourrait être signifié directement. On peut trouver des avantages, en tout cas on voit lesquels, mais on peut aussi trouver que c'est encore une de ces complications que nous avons héritées du passé. Ça n'est rien. L'échange secret professionnel pour être garanti de toutes les pièces se fera par la voie des techniques informatiques. C'est aussi certain. La signation, les pièces jointes, le confrère qui se constituant par voie informatique, le tout sous contrôle du magistrat, les choses vont d'elles-mêmes. Et le dialogue est permanent et immédiat. Alors, se rendre au palais pour cela, ça n'arrivera plus. Dans ce rôle-là, au palais, vous serez les grands ordonnateurs. C'est vous qui verrez, comme on le fait en matière de TGV, est-ce que les trains arrivent et partent à l'heure, mais surtout ne risquent pas de se croiser, de se rencontrer. Les conséquences que ça pourrait avoir. Vous préviendrez tous les accidents, toujours concevables de la technique, et vous assurerez ce progrès très grand que représentera l'accélération du procès, c'est-à-dire le fait qu'on aura plus vite la décision, qu'on ira plus vite vers la solution d'un conflit, qui est toujours, par essence, s'agissant d'un litige, d'un procès, douloureux pour les parties. Ça n'est jamais facile. Les procès, pour ceux qui les vivent, et pour le corps judiciaire, toujours une charge et une responsabilité dont vous serez amené à assumer précisément dans ce développement technique dans lequel vous assumerez un rôle toujours plus grand. Se posera ensuite la question qui est probablement la plus difficile de ce moment, comment conserver les garanties fondamentales des libertés, des principes et des droits des justiciables dans un système d'audience informatisé. Alors, on voit très bien, on se conserve les experts, etc. La vidéoconférence est là pour ça, qui contrôlera, assurera, veillera sur la régularité de la vidéoconférence et le respect technique immédiat des droits des parties, sinon les greffiers. Cela se conçoit aisément quand il s'agit des experts, déjà un peu plus difficilement quand il s'agit des témoins, victimes, mais le mouvement est irrésistible. Irrésistible. J'ai vu fonctionner les juridictions internationales, pénales internationales, vous y avez des auditions
sans la personne présente, mais par vidéoconférence, sans voir le visage d'ailleurs de la victime, si elle le demande pour d'autres raisons, tenant à sa sécurité. Ça aurait été impensable, et ça n'est pas sans poser problème. Je pense que le corps judiciaire tout entier, et particulièrement vous, parce que vous avez normalement la responsabilité technique considérable du fonctionnement de cette e-justice, le corps judiciaire doit s'interroger et résoudre les questions le plus vite possible qui vont se poser à lui. Et dans la première, je l'ai rappelé à Madame la garde des Sceaux, s'énonce en termes simples, c'est comment garantir les libertés et les droits des justiciables et les principes de notre justice à l'heure où la technique nous emporte. Et c'est faisable, mais ça demande à la fois réflexion, concertation et imagination. Mais c'est faisable. D'autres justices, je l'évoquais au cours de notre amical déjeuner, excellent d'ailleurs, toujours à Dijon, eh bien, je l'évoquais, les justices de certains États sont déjà beaucoup plus avancées que nous, notamment nos amis canadiens, particulièrement les Québécois, qui sont toujours en pointe quand il s'agit de modernité judiciaire, sont très très informatisés. Aux États-Unis, j'ai un rapport que je vais lire en rentrant. Je sais aussi que les progrès sont considérables. Et à l'Institut des hautes études judiciaires que j'ai créé avec M. Dalle et M. Carapon en 1988, je crois, a à son ordre du jour une réflexion profonde sur les transformations structurelles au regard des libertés de la justice une fois que l'on passe au numérique et à l'informatique généralisée. Comme d'autre part la technique va s'accélérant, se miniaturisant, il est évident que ceci aussi aura des conséquences à l'audience. Il est inévitable, sans faire de la science-fiction judiciaire, d'imaginer qu'il n'y aura plus d'avocat à l'audience qui est devant lui nécessairement son petit ordinateur, et que ce sera de même pour les magistrats, et que tout le monde suivra ainsi, d'une certaine manière, le déroulement en direct en même temps qu'il sera amené à le maîtriser, faute de quoi il sera dépassé. C'est celui qui aura la plus grande maîtrise qui sera le meilleur à l'audience. Ça impliquera une formation de la part, je pense ici aux avocats, de la part des magistrats, avec la magistrature. Moi, je me rappelle très bien du jour avec le président Sauvé, nous sommes allés à l'école, c'était M. Bakou qui était à ce moment-là le directeur de l'école, le président Bakou, pour lui dire impossible de ne pas mettre obligatoire la formation informatique, la formation informatique des assistants, des lecteurs de justice. C'est impossible, il faut le faire dès maintenant. Les choses ont en effet connu de grands progrès, mais le vent qui nous emporte est irrésistible. Et c'est probablement le changement le plus important qu'on aura connu en justice depuis, pas des décennies, mais je dis des siècles. Des siècles. Vous avez eu beaucoup de chance, pas seulement parce que vous êtes jeune, mais parce que vous êtes jeune à l'heure de cette transformation radicale et que vous exercerez la belle fonction qui est la vôtre. Vous allez vivre cela. Vous allez y contribuer. Peut-être même serez-vous, j'en suis convaincu, amené à formuler des propositions, des suggestions, parce que vous vivrez très concrètement cette numérisation de l'institution judiciaire tout entière, mais que nous, vous, messieurs les hauts magistrats, et vous, cher monsieur le bâtonnier, soyez attentifs. Ne nous laissons pas prendre de vitesse. Dis volontiers que les juristes sont conservateurs. Et entre nous, je peux vous le dire, c'est vrai. Ils sont conservateurs. J'ai eu l'occasion bien souvent de le mesurer dans la vie. Ils sont attachés à leurs habitudes. Je ne dirais pas que ça reprend le propos d'un auteur aujourd'hui très dévalué, peut-être injustement en ce qui concerne la qualité de sa réflexion critique, très justement en ce qui concerne ses propositions, un auteur qui s'appelait Vladimir Ilyich Lénine, et qui avait écrit un jour, c'était dans les années 1913, si j'ai bonne mémoire, évoquant la révolution à venir, il disait à propos des juristes, les juristes sont singuliers, ce sont les seuls animaux qui avancent en regardant derrière eux. Culte du précédent. Il y a une structure conservatrice profonde chez les juges, dans la mesure des magistrats, et le corps judiciaire entier.
À cet égard, les avocats ne sont pas exempts. On regarde comment on l'a jugé avant vous pour savoir comment on le jugera demain. C'est là où pour Lénine a une certaine force. Très généralement, si vous conduisez votre voiture en regardant dans le rétroviseur ce qu'il y a derrière vous, vous êtes sûr que vous finissez dans le mur. Mais chez nous, on a cette, je ne dis pas la pesanteur, mais on a ce sens du passé, sa noblesse. Donc ça s'arrête au port de la perruque ou à la conservation de la robe. Je n'y vois qu'avantage, même si les Anglais voient dans le port de la perruque la marque de la distinction incomparable de la justice anglaise par rapport à celle du continent qui leur paraissent un peu barbare, enfin, autre, en tout cas pas Rolls-Royce. Mais nous, continentaux, je dis ne pas nous laisser prendre de vitesse, car, et ce sera le dernier point de mon homélie, nous ne sommes plus seuls. Nous ne serons plus jamais, j'en suis convaincu, je le souhaite seul. Nous sommes une justice française au sein d'une justice qui demain, et déjà aujourd'hui, est pour une part européenne. Nous ne reviendrons pas au temps des hexagones fermés. C'est terminé. Nous ne reviendrons plus à une souveraineté judiciaire absolue et qui considère tout ce qui vient d'ailleurs comme dangereux, en tout cas pour ses habitudes. Cela n'existera plus. Nous aurons un développement toujours plus grand de l'influence du droit européen, diront juste fierté, je vous conjure de cela. Quand j'entends tant critiquer aujourd'hui, tant de doutes s'élever à propos de la construction européenne et de l'Union européenne, là, le temps vécu me donne une force de conviction qui naît des souvenirs. J'ai connu, moi, l'époque de l'Europe des nations. Je l'ai bien connue, et sous son aspect le plus hideux. J'avais 16 ans au moment où la guerre s'achevait, et j'étais juif. Et donc j'ai traversé toute l'occupation, jeune juif, dans une Europe en guerre. Et je sais ce qu'était l'Europe des nations. Et j'ai toujours considéré que les grands hommes d'État qui, en 1948, se sont réunis à La Haye, symbolique, pour fonder ensemble le mouvement européen, qui a engendré ensuite tout ce que l'on sait, et qui s'appelait évidemment Churchill, Spaak, de Gasperi, Schuman, Monnet et Adenauer, étaient des hommes de la plus haute qualité d'homme d'État. Car l'homme d'État, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui unit à la force de conviction la vista, la vision de ce qui doit être. Et en 1948, être capable de dire « tournons la page » parce que nous savons ce qui a été écrit comme caractère sanglant sur les pages jusqu'à présent, nous ne le voulons plus. C'est un autre temps qui commence. 1948, c'est 3 ans après la fin des hostilités. Je pourrais dire que les crématoires étaient encore tièdes, et en tout cas les blessures n'étaient pas cicatrisées. Donc il faut de la part de l'homme d'État à cet instant voir haut et loin dans l'avenir. Eh bien, s'agissant de l'Union européenne, rappelez-vous toujours, qu'elle est un État de droit qui s'est constitué par la volonté d'État démocratique. Ce n'est pas un empire comme l'Empire romain, né de la conquête militaire, auquel on impose, fort bien d'ailleurs, le jus communiste qui a été le droit romain. Non, c'est une volonté de se réunir, unique s'agissant de grands États, d'une vieille histoire. Et deuxièmement, que cet État est un État de droit. L'Union est toujours un État de droit, et cet État de droit, évidemment, a son aspect juridictionnel, avec les grandes juridictions européennes. Et troisièmement, tirons, je vous en prie, fierté et orgueil de ce que nous, Européens, et grâce aux justices européennes, aux magistrats et aux avocats européens, nous vivons dans un continent où les libertés individuelles sont le mieux garanties du reste, dans l'ensemble du monde. Si nous devons avoir une fierté de la construction européenne, ayons celle-là. Et quand j'entends dire « Ah, mais à quoi ça sert l'Europe ?» je réponds « Allez, retournez par l'esprit ou par le voyage
dans les pays de dictature, et vous serez à ce moment-là le prix de l'Union européenne et la force que représente à cet égard le fait que c'est une union de droit vivant selon des principes fondamentaux garantis par les institutions judiciaires ayant des principes communs. Alors là, je m'envole un petit peu, mais c'est plus fort que moi. Là, je ne tempère en rien les passions, même si on tempère l'expression. Mais les passions elles-mêmes, non. Et cela ne me quittera jamais. Vous êtes, vous, jeunes gens, jeunes filles, jeunes femmes et jeunes gens, vous êtes, vous, à ce point essentiel où votre avenir se confond avec l'avenir d'une justice européenne en pointe. Et dans cette justice européenne, si présente quand il s'agit de garantir les libertés, dans cette justice européenne, c'est l'heure des temps modernes, pas ceux de Chaplin, où on fait toujours le même geste, non, mais d'une nouvelle aurore. Il y a une très belle pièce de Giraudoux, de Terrestre, je crois, qui s'achève à la fin, le vieux mendiant qui tient le rôle du cœur antique, et là, les catastrophes sont absolues, des liquidations des mères par les fils, la ville flambe, la tragédie la tragédie s'achève, et la vieille nurse, la vieille nounou lui dit qu'est-ce que tu penses quand tout se consume, et le ciel rougeoie, Dieu répond, ça porte un très beau nom, femme d'Arcès, ça s'appelle l'aurore. Et bien vous avez la chance inouïe de vivre à une aurore judiciaire. Pour ceux qui ont connu d'autres temps, tant mieux pour vous et tant mieux pour nous tous. Merci.